Bien, bonjour à tous et bienvenue à Sabrieux donc pour ces deuxièmes rencontres d'ETIS, rencontre bretonne d'ETIS et du e-learning. Donc on avait démarré à Brest l'an passé avec une problématique sur les langues qui avait été juste évoquée en mode synchrone et puis pas mal développée en mode asynchrone via les pages de commentaires sur le blog de Scolanet. Donc cette manifestation est organisée par Scolanet et Lug Learning. Et donc on a décidé de rebondir sur ces pages de commentaires de l'an passé et de vous proposer ce matin une table ronde sur l'Internet. Est-ce qu'on a affaire à un super labo de langue en essayant d'avoir un panorama un petit peu de l'ensemble des situations pédagogiques liées à la fois au TIS et aux langues. Donc pour participer à cette table ronde, donc nous avons demandé à trois intervenants de bien vouloir être présents parmi nous aujourd'hui. Donc Jürgen Schnauer, donc président du comité scientifique de l'Union des professeurs de langue des grandes écoles d'ingénieurs et de management. Alan Nobili, donc, qui est directeur général de SPIX, et puis Patricia Lynch, qui nous vient donc de la Chambre de commerce de Brest et de la partie du centre de formation des langues de la Chambre de commerce de Brest. Voilà, donc on va démarrer cette table ronde. Et puis, au fur et à mesure, n'hésitez pas, au besoin, bien intervenir au cours de la table ronde. Et puis, on prendra de toute façon un temps pour revenir sur d'éventuelles questions par la suite. Voilà, donc je vais demander à M. Schneider de nous faire une petite introduction pour démarrer. Et puis, on passera la parole au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir en Bretagne, voire même Saint-Brieuc encore plus. Voilà, je vous dis d'abord brièvement de quelle position je parle. Effectivement, je suis engagé au sein d'une union nationale des enseignants de langue, mais je suis responsable aussi d'un département de langue. Donc, dans une école, enseignement supérieur des ingénieurs, donc je suis dans une posture d'enseignant, de pédagogue qui pose des questions. Et ce matin, j'ai proposé, ça a été accepté, de lancer le débat avec une réflexion en trois temps. D'ailleurs, j'ai vu que le thème a un peu évolué. J'ai pris pour ce matin la table ronde qui était annoncée, donc Mobile Learning, apprentissage nomade, les nouveaux supports de formation sont-ils de nature... Ah oui, mais bon, moi je fais ce que j'ai préparé, excusez-moi, mais c'est... Voilà, donc une réflexion en trois temps. D'abord, une réflexion sur le terme TIS, donc technique, le mot technique, je prends du recul, je pense qu'il faut prendre du recul quand on parle des outils techniques, informatiques, comme à chaque fois quand la technique pose des questions à l'homme. Deuxième réflexion, qu'est-ce que c'est finalement apprendre une langue vivante? Et quelques conclusions, je me forcerai d'être concis pour terminer en 15 minutes, risquant ainsi quand même de lancer le débat, de pas être toujours complètement clair, mais poser des questions. On est là aussi pour répondre ensuite, je pense. Alors, quand on parle de technique, je veux vous proposer une petite réflexion de détour par un philosophe allemand, Heidegger, qui a écrit un livre sur ce que c'est la technique. Pour lui, la technique, n'importe quelle technique dans l'histoire humaine, représente toujours une provocation pour l'homme. C'est-à-dire l'homme a su dévoiler, faire émerger des vérités qui étaient d'abord cachées dans la nature, et il a commencé à exploiter la nature. Et à chaque fois qu'il a donc inventé une technique, il est face à une provocation. Cette technique représente une provocation à lui, une sorte d'arraisonnement. Il appelle ça Gestell en allemand, c'est-à-dire il force l'homme de répondre, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Je ne vais pas vous donner des exemples, mais ça devrait quand même vous parler. Une fois qu'une technique existe, eh bien, elle a forcément un destin. Et l'homme, dit Heidegger, doit se positionner
le plus librement possible face à ça. Il n'y a pas de neutralité face à la technique. Il dit celui qui pense être neutre face à une technologie, il est forcément naïf. Donc il faut créer, sa proposition, c'est d'essayer de créer un rapport libre, de réflexion, réflexif face à ces techniques. Donc une fois que cette technique est une provocation, on nous pose des questions, qu'un destin est lancé, eh bien, il y a des dangers qui apparaissent. C'est le triptyque de Heidegger, c'est Gestell, Geschick, Gefahr, donc provocation, destin et ensuite danger. Quel danger peut avoir une technique? Et si l'homme ne réfléchit pas sur le risque, les dangers, il ne va pas maîtriser le destin d'une technologie. Bon. Je ne veux pas passer par le nucléaire pour vous expliciter ça, mais voilà, là c'est évident. Mais je pense que c'est pour toute technologie. Hein. Il faut se poser cette question. Donc, si on pense qu'on est neutre face à ça, qu'on maîtrise la technologie parce qu'on a eu une bonne formation, c'est risqué. Deuxième. Alors, on peut donner des exemples. Je veux quand même lancer le débat. Quels dangers peuvent exister dans ce domaine, bien sûr, très polysémique, hein. Les TIS, ça regroupe énormément de choses. Vous avez volontairement choisi ce terme qui est polysémique, et puis on parle de beaucoup de choses, mais je trace un peu des chemins de réflexion. Je prends un exemple. Quels dangers peuvent exister? Je prends les réseaux sociaux. Alors, il faut quand même se poser la question si, dans l'utilisation de ces réseaux, en s'impliquant là-dedans, en ayant, comme on dit aujourd'hui, 75, et je prends un chiffre faible, amis sur un réseau social, de quoi il s'agit? On est quand même dans l'utilisation du langage, hein, de la langue. Amitié, amis. Ce qui m'inquiète, c'est quand même dans cette façon de gérer les relations humaines, on est complètement dans une posture de maître face à l'autre. On peut supprimer des amis, informatiquement bien sûr, mais le langage n'est pas neutre, parce on peut à chaque moment arrêter la communication avec l'autre. Alors qu'est-ce que c'est l'autre dans la communication vivante? C'est quelqu'un qui ne nous laisse pas tranquille. Si je rencontre un autre face à face, je ne peux pas me enlever de la communication comme ça. Au moins, je dois être très mal poli. Mais dans ces relations très distancées, très virtuelles, je peux à chaque moment modifier. Donc je reste maître et je fais de l'autre un objet de moi, une prolongation de mes désirs que je peux manipuler à volonté. Un autre exemple, c'est les plagiats. Vous avez certainement entendu parler de la façon dans laquelle les élèves aujourd'hui apprennent, hein, en utilisant Internet. Vous avez certainement entendu cet exemple d'un enseignant de français qui a donc intégré pour montrer aux élèves les résultats d'une telle façon de faire, de copier, un poème du XVIe siècle, je crois baroque. Il a fait un commentaire avec des notions macrocosmo-ontologiques qui ne voulaient rien dire, mais qui donnaient l'impression qu'il avait beaucoup réfléchi. Et puis, 50 sur 60 élèves à la rentrée ont utilisé son commentaire pour produire leur propre commentaire. Alors, c'était évidemment un événement très fort pour cet enseignant. Il a une très bonne réputation maintenant dans son lycée. Donc, vous voyez, il y a des dangers énormes. Voilà. Je passe au deuxième temps. Mais qu'est-ce que c'est apprendre une langue? Ça aussi, il faut se poser une question fondamentale. Je pense, aujourd'hui, on est tous plus ou moins d'accord, en tout cas dans les milieux qui s'en occupent, c'est des approches socio-cognitivistes qui sont, en règle générale, acceptées quand on parle d'apprentissage de langue. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre un système grammatical, du vocabulaire, etc. Il s'agit bien, quand j'apprends une langue vivante, hein, c'est quand même vivante, je veux utiliser la langue, d'une modification globale, hein, de ma personne. Quand je veux apprendre une langue, je rentre dans une autre cognition, dans une autre façon de poser mon corps, de parler, d'utiliser mes instruments phonatoires, etc. C'est quelque chose de complètement global. Donc, la personne qui apprend une langue, elle est impliquée globalement. Et quand l'enseignement ne marche pas, parfois, dans différentes situations, n'importe tis ou pas tis, c'est parce que ça reste quand même assez artificiel en termes d'apprendre à échanger des informations. Apprendre une langue, ce n'est pas savoir échanger des informations. Selon
théorie que j'apprécie moi personnellement beaucoup, de Varela, qui parle de l'énaction. Apprendre une langue, c'est savoir émerger du sens dans une relation vivante avec l'autre. Je suis créateur de sens. Je cherche un sens dans la communication. Et avec une langue que j'apprends, je deviens de plus en plus capable de faire émerger du sens avec un autre particulier ou des autres particuliers avec lesquels je communique dans un cadre donné. Rien n'est donné. Aujourd'hui, ici, on est parfaitement dans cette situation. Si notre échange est ressenti par un maximum de gens comme quelque chose d'utile et bien, on a profité d'un événement d'échange. Rien. Je ne vous transfère pas des informations. Et vous, dans vos questions, tout à l'heure, vous n'allez pas nous poser des questions en nous donnant des informations. Ça, c'est inclus, oui, aussi, on se dit des choses. Mais on crée un moment d'échange, un événement, et on est responsable si, dans cet échange, on réussit à échanger et à faire passer, à créer un sens ce matin, aujourd'hui, uniquement aujourd'hui. Ça ne sera plus jamais le cas de la même façon, parce que plus jamais le même public sera ensemble. Et c'est toujours la même situation dans la communication humaine. Voilà, donc Varela, il dit, savoir utiliser une langue, c'est avoir la compétence de pénétrer un espace partagé, et donc c'est toujours par une action incarnée, corporelle, physique, et située dans un contexte qu'on parle bien. Alors, donc je compare plutôt les langues avec le sport. Souvent, les langues, c'est côté science. Hein. Je veux dire, on apprend la grammaire. Non, c'est pas ça. C'est plutôt sport. Avez-vous déjà vu une publicité d'apprendre le golf par e-learning? Non? Je pense pas. Parce que si vous avez déjà joué au golf, on peut prendre un autre sport. Vous savez bien que c'est une action incarnée. C'est très difficile de taper bien la petite balle. C'est très, très, très compliqué. Il faut beaucoup s'entraîner. C'est un mouvement corporel. Et tous les sports sont comme ça. Donc maintenant, je peux évidemment aller dans un centre de gym et m'entraîner certains muscles. C'est bien. Mais jamais je vais apprendre à jouer au golf, au foot, ou je ne sais pas quel sport, en restant dans une salle de gym. Il faut à un moment donné jouer. Donc, exercer ce sport dans sa totalité. Donc, apprendre une langue, c'est plutôt apprendre à exercer un sport. C'est dans cette logique-là, deuxième réflexion, que je veux lancer le débat. Et ça, c'est bien sûr, dans certains milieux, une idée assez mal perçue, mal comprise. Je travaille, ici je peux le dire, dans une école d'ingénieurs, une grande école française, la plus ancienne d'ailleurs, de 1747. Je peux vous dire, parler une langue, pour beaucoup d'ingénieurs, c'est encore apprendre un code. Apprendre un code. Voilà. Et c'est ça. Pourquoi donc les choses avancent pas toujours très rapidement. Troisième réflexion, là je propose tout simplement un schéma conceptuel peut-être pour séparer dans le vaste domaine des dispositifs. Il y a des dispositifs d'entraînement. Bien sûr, c'est nécessaire. Comme la salle de gym. Il faut individuel, labo, tous ces genres de choses sont bien. Pourvu qu'on ne se trompe pas, que ce n'est pas là qu'on va apprendre à parler. Dispositif d'évaluation des capacités intermédiaires, tout ce qu'on peut mettre en place pour évaluer avec l'élève, si possible d'une façon interactive, bien sûr, si possible d'une façon variée, pas stérile, etc. Très bien, c'est nécessaire aussi. Tous les dispositifs qui sont, je dirais, plutôt pratiques, mais on parle du présentiel enrichi. Donc vous utilisez dans un cours de langue classique, plutôt classique, mais à dose très variable, les TIS. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a 1000 façons de le faire. C'est des formes hybrides. C'est très bien aussi. Et le dernier niveau, pour moi, qui suit mes deux premières réflexions, c'est bien sûr des dispositifs actionnels et inactifs, c'est-à-dire qui sont passés sur la co-construction, qui sont interactifs, qui sont en soi complexes. En quelques mots, par exemple, travailler entre deux écoles dans deux pays différents, deux groupes d'apprenants qui apprennent chacun la langue de l'autre, avec un voyage de rencontre, voyage d'études, où chaque groupe rend visite à l'autre et fait la connaissance du contexte de l'autre groupe,
Donc on est dans une logique de préparation de voyage, de préparation de rencontres, de prise de connaissances par Skype et d'autres moyens. On travaille énormément dans un labo. C'est ça que j'appellerais donc des projets, des dispositifs actionnels, où il y a un vrai projet réel, il y a un réel enjeu, et pas seulement la langue pour la langue, évidemment. Donc mais c'est complexe, c'est pas facile à faire. Donc je terminerai avec parce que je me suis, malheureusement, j'espère que je ne suis pas trop à côté du thème, parce qu'effectivement, sur ma feuille, c'était l'autre sujet, mais je rebondis à la fin sur le terme nomade, apprentissage nomade. Effectivement, qui dit nomade, dit labyrinthe. Et je pense que les titres sont effectivement un labyrinthe, hein, où il faut se retrouver. Donc, qui dit nomade et labyrinthe dit quête de sens, création de sens. J'en avais parlé. Et je suis retourné dans la bibliothèque et je me suis rappelé d'un livre qui est merveilleux, ce livre de Jacques Attali, Chemin de la sagesse et traité du labyrinthe. Parce que, en fait, effectivement, il y a la possibilité d'en profiter. J'étais un peu critique et sceptique, mais logiquement, on peut faire des choses. Mais parce que nous sommes finalement tous dans un labyrinthe, de plus en plus dans ce monde mondialisé, qu'est-ce qu'il faut? Un bon nomade, il fait quoi? Alors, dit Attali, il comprend physiquement ce que sont les méandres. Physiquement, on entend, il est dedans, physiquement, corporellement. Il n'est pas seulement théoriquement dedans, il pratique ces différentes choses. Méandre dans tous les... Bon, là, je crois que je ne dois pas expliciter. Deuxièmement, il fait de cette errance de recherche, qui est d'abord obscure, finalement, une avancée constructive. On n'est jamais très sûr de réussir. Donc on est toujours dans cette construction du sens créatif. Il ressent, dans le meilleur des cas, cette traversée du labyrinthe comme une libération. Donc il est ouvert, il change, il est dans une logique de changement pour lui donner un sens unique, etc. Ça, c'est donc les 4 qualités qu'Attali attribue au bon nomade. Il faut rester léger, pas trop se charger avec des tas de choses, être hospitalier et courtois, parce qu'on est dans un échange quand même, et on veut être un partenaire fiable, être aux aguets, à faire très attention aux risques, aux dangers des choses, et être solidaire aussi. Donc, les 4 qualités du bon nomade. Alors, dernière question, je conclus. Les nouveaux supports de formation sont-ils de nature à renforcer notre capacité d'apprendre? Je dirais certainement pas automatiquement. Certainement pas. Une euphorie là que je ressens parfois dans des situations de lancement de produits sont pour moi toujours d'une certaine naïveté, parce qu'il faut quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut quand même, à chaque fois quand l'apprenant est très autonome, un esprit, une capacité d'être autodidacte. Je pourrais poser la question, mais on va faire le test. Qui dans la salle se définit ou se conçoit soi-même comme vrai autodidacte? Vrai autodidacte. Hein, dans le sens, 90% de nos apprentissages sont gérés par soi-même. Voilà, je pense que, merci d'être honnête, parce que je ne pense pas que 10%, plus que 10% de notre population sont des vrais autodidactes. Donc, à partir de là, donner un instrument sans le support aussi pédagogique, sans le présentiel, sans la communication, risque de ne pas avoir les effets. Et le seul sondage ou analyse quantitative que je connais sur le sujet dit que les meilleurs, justement, ceux qui sont capables d'apprendre eux-mêmes, les meilleurs profitent toujours de tout, donc aussi de ces 10. Mais ceux qui sont faibles et qui en ont le plus besoin, ils décrochent très vite. Donc, il y a un paradoxe. Hein. Donc, celui qui est déjà bien rodé dans sa façon de s'orienter dans le monde, il va en profiter au maximum. Et l'autre qui en a le plus besoin, il a du mal à s'en servir. Et c'est ce paradoxe avec lequel je termine. Donc, les nomades avertis et conscients de ces dangers, ils sont certainement capables de faire des merveilles. Merci.